N'ayez pas peur. Votre corps physique et votre conscience sont désynchronisés. Visitez avec moi les confins de l'espace. Arpentez d'autres réalités. Faites la connaissance d'autres formes de vie. Bienvenue dans Expérience intermédiaire. Avant toute chose les voyageurs, je voulais vous présenter le GIEC qui est maintenant officiellement en ligne. Donc c'est un site internet, une plateforme, mais aussi un collectif. Donc c'est le groupe des expérienceurs de la conscience, d'où l'acronyme. Et ce sera tout simplement un lieu numérique qui permettra d'échanger, qui permettra aussi d'écouter, où la parole est libre et où l'écoute est abondante. L'approche du GIEC est prudente, pragmatique, non dogmatique surtout, et ouverte. Des expériences collectives pourront être organisées justement sur le thème de la sortie du corps. Des groupes de parole pourront être organisés dans un premier temps en ligne afin d'aider par exemple les personnes qui vivent des paralysies du sommeil traumatisantes à partager leurs ressentis. Et nous aussi à partager notre ressenti, à montrer qu'ils ne sont pas seuls. Vous trouverez ainsi en lien de la vidéo. Vous pourrez aller checker dans la description le lien pour le site, c'est le début d'une aventure et vous pouvez en faire partie. Bonne vidéo! Bonjour ou bonsoir les amis voyageurs. Il nous est tous arrivé au moins une fois de tomber en amour pour la personne qui nous est chère, qui nous attire. On peut avoir été attiré seulement par le physique, par le mental, par l'intellect, par une certaine douceur qui se dégagerait, ou par un trait de caractère qui nous rappelle peut-être nous ou peut-être un opposé vers qui on tend. Peut-être parce que la personne nous rappelle quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, ou pas. Dans tous les cas, l'amour est quand même quelque chose de très important chez les humains, et il est compris de façon multiple aussi. Et c'est pour ça que je vois l'amour comme étant quelque chose qui se divise. Il y aurait peut-être un flux, quelque chose d'immanent, qui aurait des émanations multiples. Et en cela, j'essaye de poser différemment les choses lorsqu'il s'agit de l'amour, parce qu'on entend beaucoup parler d'amour inconditionnel, qui est un amour-acceptation, qui peut être un amour passif. C'est pour cela que je me méfie toujours de ces vidéos, de ces articles. Ils vont vous balancer un petit amour inconditionnel à chaque fois. Parce que on peut toujours réfléchir sur ces concepts-là, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'un concept où il est possible de poser de façon précise des expériences et des définitions. On va toujours parler, comme pour la sortie du corps, et c'était tout à fait normal, de quelque chose qui ne peut pas être porté par des mots. On peut toujours intellectualiser, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je trouve que le terme a été dévoyé. Et que par facilité, on va dire amour inconditionnel à tout bout de champ. Ce n'est pas mon cas ici. Je vais vous donner en fait ma boussole concernant l'amour. Une boussole qui m'est venue grâce à Scott Peck. J'ai écrit un article là-dessus et c'est principalement de cet article-là que je vais parler. Scott Peck, c'est un psychiatre qui a écrit un livre, un best-seller, qui s'appelle « Les chemins les moins fréquentés ». C'est un petit peu un livre de vie qui vous explique des choses sur la vie, l'amour, la mort, la spiritualité, etc. au travers tout simplement de son expérience avec ses patients. Et sa définition de l'amour, je la trouve convaincante, utile, concrète. Dans l'ouvrage déjà, il dit que potentiellement sa définition à lui est peut-être fausse ou incomplète. Parce que l'amour, c'est quelque chose de transcendant. Donc il n'aura pas forcément les mots. Donc lui aussi dit la même chose. Et donc, il définit comme étant
la volonté de se dépasser pour sa propre évolution ou celle d'une autre personne. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs caractéristiques que l'on peut attacher à cette définition, elle est téléologique. Elle a un objectif. C'est pas un amour comme ça qui est là, qui stagne. C'est un amour qui est dynamique. Et là, elle tend vers l'évolution soit de soi-même, soit en élargissant son cercle, l'évolution d'une autre personne, son conjoint ou sa conjointe. Donc pour lui, le socle de cet amour, c'est l'amour de soi. C'est le plus difficile, je le sais. Cet amour, c'est quelque chose de tangible, parce que c'est un effort à faire. C'est un effort à faire pour se dépasser. A contrario, tomber amoureux peut paraître comme une expérience très forte. Mais pour Scott Peck, c'est tout le contraire. Il le voit comme une notion érotique. On ne tombe pas amoureux de son enfant ou de son meilleur ami. On tombe amoureux sexuellement en quelque sorte. De plus, cet amour passionnel, qui ne dure qu'un temps, semble être expliqué par la biochimie. Et pour une raison ou une autre, nous subissons une forte décharge de phényléthylamine, une molécule qui nous procure un état de bien-être similaire à ce que l'on trouve dans les drogues. Donc la sécrétion va durer plus ou moins 4 mois, avant de laisser place à l'ocytocine, une hormone cette fois qui aura pour effet de relaxer le corps à la vue de l'être aimé. Ça, c'est pour l'explication du coup de foudre romantique sauce chimie. Du coup, pour Scott Peck, le coup de foudre, c'est pas quelque chose qui est le fruit de la raison. C'est un instinct grégaire qui consiste à se mettre en couple parce que c'est la norme et que la solitude fait peur. Rien à voir avec une volonté de progresser ou de faire progresser l'autre à ce moment-là. À cela s'ajoute le mythe de l'amour romantique, qui consiste à croire qu'il existe pour chacun d'entre nous une âme sœur avec qui nous passerons notre vie entière et que le moyen de le reconnaître est par le biais du coup de foudre justement. Cette conception est véhiculée par les contes de fées à base de princes charmants et de princesses en attente. C'est une image quelque peu rétrograde, les mœurs sont évoluées et ce concept ne peut donc être un système fiable pour définir l'amour. Il donne ainsi un exemple avec l'image du jardin. Un homme passe son temps à entretenir un jardin, il va donc investir du temps en apprentissage et en soins. C'est là que le phénomène de catexis avec amour commence. Parce que le jardinier va catecter, entre guillemets, le jardin. C'est-à-dire que le jardin, un objet extérieur, va faire partie de sa propre intériorité. Et par la même occasion, la frontière entre le jardinier et le jardin deviendra de plus en plus ténue. À son paroxysme, il éprouvera une forme d'union et un bien-être similaire à celle de la personne qui tombe amoureuse. À la différence près que celui-ci est plus durable et qu'une forme de sagesse peut naître de cette relation. Il peut y avoir des catexis sans amour. Catecter, prendre pour soi l'objet, son attirance, on voit évidemment que là, l'amour prend le sens d'un intérêt. Un investissement dans le but de faire croître, comme dans l'exemple du jardin. Cette forme de catexis sans amour se rencontre dans l'union de codépendance ou à minima lorsqu'une personne est dépendante de l'autre. Bien entendu, nous pouvons être complémentaires et dans une synergie allant vers plus d'évolution. Mais le dépendant est vu par Scott Peck comme une personne qui ne s'intéresse pas à l'évolution personnelle de l'autre. Il s'intéresse d'abord à se nourrir lui-même. Et ils vont avoir du mal à expérimenter la solitude, la souffrance et la difficulté. Ainsi, le facteur à prendre en considération est celle de la faim. Peck nous gâte encore avec 2 exemples. On peut dire d'une personne qu'il aime l'argent, il va passer un temps considérable à apprendre et à travailler pour avoir toujours plus d'argent. Or, si la faim consiste en une accumulation et à l'assouvissement de désirs superficiels, alors il ne s'agit pas d'amour. Mais si la personne a pour dessein de pouvoir payer des études à ses enfants, évolution de ses enfants, ou à investir cet argent dans sa propre évolution en se formant lui-même ou dans celle de la construction d'une maison pour sa famille, là on touche à ce que peut être l'amour. C'est parce que j'aime que je vais tout faire pour avoir de l'argent, pour payer des études à mes enfants. Enfin, voici directement une citation de son ouvrage.
Parmi les choses que je dis dans ce chapitre et dans toute la deuxième partie de ce livre, je souligne le fait que notre emploi du mot amour est si galvaudé et si peu spécifique qu'il altère notre compréhension du phénomène de l'amour. J'ai peu d'espoir que le langage change dans ce domaine. Pourtant, si nous continuons à utiliser les mots amour ou aimer pour parler de nos relations avec tout ce qui a de l'importance pour nous, ou que nous catéchetons sans tenir compte de la qualité, nous aurons du mal à faire la différence entre le bien et le mal, le sage et le fou, le noble et le vil. Si on suit cette logique, on peut considérer alors que l'univers nous aime. Nous avons un système solaire, un soleil pour nous chauffer, des saisons, une nature florissante. En fait, on a tout pour évoluer. Et donc dans ce cas, l'amour serait partout. Mais il ne faut peut-être pas voir l'amour comme quelque chose qui se consomme. Ce n'est pas une énergie ou un carburant que vous allez mettre pour vous remplir, parce qu'à ce moment-là, ce sera qu'un vide que vous allez remplir. Je vois ça plutôt comme une énergie qui va mettre en place des choses qui va permettre justement l'évolution de nos consciences. Pour moi, ce serait ça l'amour. Et l'amour inconditionnel, ce serait justement un amour de type universel, qui ferait que on veut l'évolution de tout le monde, quelles que soient les différences qui peuvent nous séparer, en apparence en tout cas. Et donc c'est un amour que l'on peut étirer à l'infini. Et dans ce cas, vous aimer reviendrait à être acteur de votre propre évolution. On peut très bien avoir quelques insécurités même dans ces cas-là. Voilà mes amis, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouvera de toute façon assez rapidement pour une autre vidéo sur un gros thème cette fois ce week-end. Et n'oubliez pas, vous êtes les acteurs de votre propre évolution, c'est vrai. Et du coup, essayez de tendre vers plus d'autonomie et d'indépendance spirituelle. Expérimentez, lisez d'autres sources, comparez, expérimentez toujours et toujours. Et faites des vélos. À bientôt.